Le jour où le testament de leur père fut lu, ses frères se partagèrent une fortune. Elle hérita d'un vieux cheval que personne ne voulait. Ils se moquèrent d'elle devant le notaire. Ils la traitèrent d'incapable de la famille. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cet animal cachait quelque chose que leur père avait dissimulé pendant 30 ans. Et quand elle le découvrirait, ils allaient regretter chaque rire. Le jour où l'on enterra M. Armand Delacroix, l'homme le plus riche de la vallée de la Loire, il plut comme si le ciel lui-même était en deuil. 3 jours plus tard, ses 4 enfants s'assirent devant le notaire pour écouter le testament. Camille, la cadette, occupa la chaise la plus éloignée de la porte. Elle ne savait pas que cet après-midi-là, sa vie allait changer pour toujours. Le notaire, un homme aux cheveux gris avec d'épaisses lunettes, ouvrit l'enveloppe scellée et commença à lire. À Antoine, l'aîné, revenaient 200 hectares de terres agricoles et de vignobles, ainsi que les principaux comptes bancaires. À Étienne, le second, revenait tout le troupeau de bétail primé, plus de 150 têtes évaluées à des millions. À Béatrice, l'unique autre femme, il léguait l'entreprise d'élevage de pur sang, avec 30 spécimens enregistrés, et les installations du domaine principal. Et à ma fille Camille, lut le notaire d'une voix posée, « Je laisse tempête ». Antoine fut le premier à rire, frappant la table de sa paume ouverte et lâchant un rire qui résonna sur les murs du bureau. Étienne s'appuya sur sa chaise avec un sourire moqueur. « Le cheval fou, c'est tout ?» dit Antoine, incapable de se contenir. Béatrice regarda Camille avec une froideur calculée. « Je te suggère de le vendre pour la viande d'abattoir avant qu'il ne meure de vieillesse et que l'enterrement ne te coûte cher. Cet animal ne vaut même pas ce qu'il mange. » Étienne ajouta en la regardant droit dans les yeux. « Papa a toujours su que tu étais l'incapable de la famille. C'est pourquoi il t'a laissé la seule chose qui ne servait à rien. » Le notaire dut demander le silence à 3 reprises. Camille sentit l'air lui manquer. Elle ne pleura pas. Elle ne répondit pas. Elle resta immobile tandis que ses frères signaient des documents et se partageaient des propriétés dont elle ignorait même l'existence. Quand elle quitta ce bureau, elle n'avait pas d'argent pour payer le transport d'un cheval que personne ne voulait. Elle n'avait pas de maison à elle, ni d'économie. Tout ce qui lui restait, c'était les derniers mots que son père lui avait murmurés à l'hôpital. Des mots qu'à ce moment-là, elle n'avait pas compris. « Prends-en soin comme je t'ai soigné, et il te montrera ce que personne d'autre ne peut voir. » Camille marcha 3 kilomètres sous la pluie jusqu'à arriver au domaine où Tempête avait vécu les 10 dernières années. Le cheval était dans un enclos à part, séparé des autres animaux, comme s'il s'agissait d'une maladie que personne ne voulait attraper. C'était un grand spécimen au pelage sombre, marqué de vieilles cicatrices. Il avait 18 ans et une réputation qui effrayait quiconque. Il avait donné des coups de sabot à 3 dresseurs professionnels, mordu un vétérinaire et détruit des clôtures en bois comme si elles étaient en papier. Les travailleurs du domaine l'appelaient le démon et faisaient le signe de croix en passant près de lui. Camille l'observa depuis l'extérieur de l'enclos. L'animal la regarda d'un air méfiant, soufflant et reculant ses oreilles comme s'il était prêt à attaquer. « Mademoiselle Camille », la voix vint de derrière. C'était Victor, l'ancien régisseur de son père. Il avait 70 ans, le dos courbé par des décennies de travail, et les mains cailleuses de celui qui connaît la terre mieux que n'importe quel livre. « Victor, quelle surprise !»« Ce n'est pas une surprise, mademoiselle. Votre père m'a demandé d'être ici quand vous viendriez le chercher. » Camille fronça les sourcils. « Mon père savait que je viendrais ?» Victor hocha lentement la tête. « Monsieur Delacroix savait beaucoup de choses. Il m'a demandé une faveur avant de mourir. Il a dit que je devais vous aider, mais que je ne pouvais pas vous dire pourquoi avant que vous ne le découvriez seul. » « Découvrir quoi ?» Le vieil homme regarda vers Tempête. « Ça ne m'appartient pas de le révéler, mais je peux vous aider à transporter l'animal. J'ai une fourgonnette et une remorque. Oh, et je connais un morceau de terre prêté, où vous pouvez rester le temps de trouver un meilleur endroit. » Camille ne comprenait rien. Son père avait laissé des instructions. Victor avait des ordres pour l'aider. Et un cheval que tous méprisaient cachait quelque chose qu'elle devait découvrir par elle-même. Les questions s'accumulaient sans réponse. « Pourquoi mon père ferait-il tout cela ?» Victor répondit simplement. « Parce qu'il vous connaissait mieux que vous ne le croyez. » Le terrain prêté était un lopin de terre en dehors du village, avec une cahute en tôle sans électricité ni eau courante. Il appartenait à un cousin éloigné de Victor, parti travailler dans le nord et qui ne pensait pas revenir avant des années. Camille installa Tempête dans une étable improvisée faite de vieux bois et de bâches. Le premier jour fut un désastre. Le cheval donna un coup de sabot à la clôture avec une telle force que 3 planches s'envolèrent. Un voisin arriva en criant des menaces. « Si cet animal s'échappe encore, j'appelle les autorités. » « Êtes-vous sur une propriété d'autrui avec une bête dangereuse ?» Camille s'excusa. Elle promit de renforcer la clôture. Elle retint ses larmes jusqu'à ce que l'homme parte. Cette nuit-là, elle dormit sur le sol de la cahute en tôle, utilisant sa veste comme oreiller. Le froid s'infiltrait par les fentes. Dehors,
Tempête frappait les parois de l'étable comme s'il voulait abattre le monde entier. À 3 heures du matin, Camille n'en put plus. Elle s'assit dans un coin et pleura pour la première fois depuis l'enterrement de son père. Elle pleura l'humiliation au bureau du notaire. Elle pleura les années passées à prendre soin de Monsieur Delacroix, tandis que ses frères n'apparaissaient que pour demander de l'argent. Et elle pleura parce qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait pour mériter cela. Quand elle se calma, elle regarda vers l'étable. Tempête avait cessé de frapper. Un instant, elle pensa que l'animal avait entendu ses pleurs. « Que caches-tu » murmura-t-elle dans l'obscurité. « Pourquoi mon père t'a-t-il choisi pour moi ?» Le cheval ne répondit pas. Mais Camille sut à ce moment qu'elle n'allait pas abandonner, ni par orgueil, ni par obstination, mais parce que quelque chose dans les mots de son père lui disait qu'il y avait plus à cette histoire et qu'elle allait le découvrir, coûte que coûte. 3 mois auparavant, M. Armand Delacroix gisait sur un lit d'hôpital, branché à des machines qui mesuraient chaque battement de son cœur affaibli. Les médecins lui avaient donné un pronostic de quelques semaines. Ses fils aînés apparaissaient de temps en temps, signaient des papiers et passaient des appels concernant les propriétés et les héritages dans les couloirs. Camille était la seule à arriver chaque matin à 7 heures et à rester jusqu'à ce que les infirmières l'obligent à partir le soir. Ce jour-là, M. Delacroix était plus lucide que d'habitude. Il demanda à Camille de fermer la porte et de s'approcher. « Sais-tu pourquoi je n'ai jamais vendu Tempête ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Tu ne me l'as jamais dit, papa. Parce que ce cheval est plus précieux que n'importe quelle terre que je possède, plus que le bétail, plus que les comptes bancaires, mais seulement pour celui qui sait bien le regarder. » Camille ne comprenait pas. « Papa, ce cheval n'a pas été monté depuis 10 ans. Tout le monde dit qu'il est fou. » Monsieur Delacroix sourit faiblement. « Tout le monde voit ce qu'il veut voir. Toi, tu as toujours vu ce que les autres ignorent. C'est pourquoi je te le laisserai. Papa, je n'ai pas besoin d'un cheval. J'ai besoin de… » Il l'interrompit, lui prenant la main avec le peu de force qui lui restait. « Prends-en soin comme je t'ai soigné, et il te montrera ce que personne d'autre ne peut voir. Promets-le-moi. »« Je te le promets, mais… Et quand tu le découvriras, tu comprendras pourquoi j'ai fait les choses comme je les ai faites. Tu comprendras tout. » Monsieur Delacroix ferma les yeux. Camille pensa qu'il s'était endormi, mais il commença alors à chanter doucement une berceuse, la même qu'il lui chantait quand elle était enfant, la même que Camille n'avait pas entendue depuis 20 ans. Quand il eut fini de chanter, Monsieur Delacroix serra sa main une dernière fois. « Souviens-toi de la chanson, ma fille. Tempête la connaît aussi. Almost. » 2 semaines après s'être installé sur le terrain, Camille vit arriver un SUV de luxe qui souleva la poussière sur tout le chemin et reconnut le véhicule avant qu'il ne s'arrête. C'était Béatrice. Sa sœur descendit en talons qui s'enfonçaient dans la terre. Elle portait des lunettes de soleil, bien que le ciel fût nuageux, et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je viens te faire une offre, » dit-elle sans saluer. 15 000 € pour le cheval. C'est plus que ce qu'il vaut, mais ça me fait de la peine de te voir vivre comme ça. Camille était en train de nourrir Tempête avec du foin qu'elle avait elle-même coupé. Elle ne se retourna pas. Il n'est pas à vendre. 15 000 € ne te serviront à rien. Regarde-toi, Camille. Tu n'as pas d'électricité, pas d'eau. Tu vis sous un toit de tôle. Avec cet argent, tu pourrais louer quelque chose de décent pour quelques mois. J'ai dit non. Béatrice s'approcha d'un pas. Cet animal finira à l'abattoir de toute façon. Il est vieux, il est agressif, il ne sert à rien. Au moins avec moi, il aura une faim rapide. Et toi, tu vas le laisser mourir de faim parce que tu n'as même pas de quoi le nourrir. Camille se retourna finalement. Pourquoi un cheval qui, selon toi, ne vaut rien t'importe-t-il autant? Béatrice hésita une fraction de seconde. Juste une fraction. Le cheval ne m'importe pas. C'est toi qui m'importe. Nous sommes sœurs. Tu ne m'as jamais parlé comme une sœur. Béatrice retira ses lunettes. Ses yeux étaient froids. Tu as 1 semaine pour y réfléchir. Après ça, l'offre descendra à 10 000. Et après ça, à rien. Elle monta dans son SUV et avant de démarrer, lui cria par la fenêtre. « Ah, et pour que tu vois comment vivent les gens qui ont pris de meilleures décisions. » Elle lança son téléphone à Camille, avec une galerie ouverte, 30 photos de pur sang dans des étables impeccables. Et le message texte en dessous disait « N'importe lequel d'entre eux vaut plus que toute ta vie. » Antoine apparut 3 jours plus tard. Contrairement à Béatrice, il arriva à pied depuis la route, sans SUV ni chauffeur. Il portait une enveloppe en papier craft sous le bras et une expression qui se voulait amicale. « Ma sœur, quel plaisir de te voir. » Camille réparait la clôture que Tempête avait de nouveau défoncée la nuit précédente. Elle ne cessa pas de travailler. « Que veux-tu, Antoine? Je viens en paix. » Il leva l'enveloppe. « Écoute, je sais que les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais avec le testament, et je sais que Béatrice peut être difficile, mais je suis différent. Je veux t'aider. » « M'aider comment ?» Antoine ouvrit l'enveloppe et montra des liasses de billets. « Voici de l'argent liquide pour le cheval. C'est 5 fois ce que Béatrice a offert. » Camille posa le marteau. Elle regarda l'argent. C'était plus que ce qu'elle avait vu réuni de toute sa vie.
Pourquoi un tel intérêt pour un cheval qui ne vaut rien? Antoine sourit. Mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Ce n'est pas de l'intérêt, c'est de la pitié. Papa t'a laissé dans une situation impossible, et je veux t'en sortir. Ce cheval va te ruiner, Camille. Il va te manger tes économies, ta santé, ton temps. Vends-le, prends l'argent, recommence. Et si je ne veux pas le vendre? Le sourire d'Antoine disparut. Il remit l'argent dans l'enveloppe et la referma lentement. Tu finiras par nous supplier, petite sœur. Cet animal va te détruire. Et quand tu seras à la rue sans rien, tu te souviendras de ce moment. Tu te souviendras que je t'ai offert une sortie et que tu l'as refusée. Il se retourna pour partir, mais s'arrêta. Une chose de plus, Victor, le vieux régisseur, cet homme a des secrets que personne ne connaît. Fais attention à qui tu fréquentes. Parfois, ceux qui semblent loyaux sont ceux qui cachent le plus. Camille le vit s'éloigner, le cœur battant. D'abord, Béatrice avec ses menaces déguisées en pitié. Maintenant, Antoine avec son argent et ses avertissements sur Victor. Quelque chose se passait, quelque chose que ses frères savaient, et elle non. Une nuit de tempête, le ciel s'abattit sur la vallée avec une fureur que Camille n'avait pas vue depuis des années. Le vent fouettait la cahute en tôle, l'eau s'infiltrait par chaque fente, et les coups de tonnerre faisaient vibrer le sol. Tempête était enragée. Ses hennissements se mêlaient aux éclairs. Ses coups de sabot menaçaient de faire s'effondrer les tables improvisées. Camille savait que si l'animal s'échappait cette nuit-là, elle ne le retrouverait pas. Elle prit une lampe de poche et courut sous la pluie jusqu'à l'étable. Quand elle ouvrit la porte, Tempête se jeta sur elle, les yeux exorbités. Camille recula juste à temps pour éviter un coup de sabot qui aurait pu la tuer. « Tranquille !» cria-t-elle par-dessus le bruit de la tempête. « Tranquille, Tempête !» Le cheval n'écoutait pas. Il continuait à frapper, souffler, tourner en rond, comme s'il voulait s'échapper de sa propre peau. Camille se rappela les mots de son père à l'hôpital. « Souviens-toi de la chanson, Tempête la connaît aussi. » Sans réfléchir, elle commença à chanter. C'était la berceuse que M. Delacroix lui chantait enfant, la même qu'il avait chantée lors de sa dernière nuit lucide. Sa voix tremblait, à peine audible sous la pluie, mais elle continua à chanter. Tempête cessa de frapper. Ses oreilles se tournèrent vers l'avant. Ses yeux, qui quelques secondes auparavant étaient remplis de terreur, se calmèrent. Le cheval souffla une dernière fois et resta immobile. Camille continua à chanter en s'approchant lentement. Elle tendit la main. Tempête ne mordit pas, ne donna pas de coup de sabot, ne recula pas. Pour la première fois en 10 ans, il permit à quelqu'un de le toucher. Camille caressa son cou trempé de pluie. L'animal baissa la tête et la posa contre sa poitrine. « Mon père te chantait cette chanson, » murmura-t-elle. « C'est pourquoi il me l'a apprise, pour que tu me fasses confiance. » Cette nuit-là, quelque chose changea entre eux. Camille le sut, et elle sut aussi que son père avait tout planifié bien avant de mourir. Victor arriva le lendemain avec des provisions, des sacs de nourriture pour chevaux, des outils pour réparer la clôture et un thermos de café chaud. Il trouva Camille à l'intérieur de l'étable, brossant Tempête avec des mouvements doux. « Sainte Vierge !» murmura le vieil homme depuis la porte. « Je n'aurais jamais cru voir ça. » Camille sourit sans cesser de brosser. « La chanson. Mon père m'a dit que Tempête la connaissait. » Victor entra lentement, comme s'il craignait de briser le sortilège. Votre père lui chantait cette chanson tous les jours pendant des années. C'était le seul qui pouvait s'approcher de lui. Qu'est-il arrivé à ce cheval, Victor? Pourquoi est-il devenu comme ça? Le vieil homme s'assit sur un seau retourné. Il soupira longuement. Il y a 10 ans, Tempête était le cheval le plus noble de tout le domaine. Votre père le montait chaque matin à l'aube. Ils étaient inséparables. Mais alors, quelque chose est arrivé. Je ne sais pas exactement quoi. Un jour, Monsieur Delacroix est arrivé au domaine, le visage décomposé, est entré seul dans l'étable et a passé 3 heures enfermé avec Tempête. Quand il est sorti, le cheval n'était plus le même. Qu'est-ce qui a pu se passer? Personne ne le sait. Votre père a interdit à quiconque de s'approcher de l'animal. Il a payé des fortunes pour le maintenir en vie, alors que tout le monde lui disait de l'abattre. Les travailleurs pensaient qu'il était fou, mais Monsieur Delacroix disait toujours « Ce cheval vaut plus que tout le domaine, et un jour, quelqu'un le comprendra. » Camille cessa de brosser. « Vaut plus que tout le domaine, mais il n'a pas de pédigree, pas de descendance, il ne peut ni concourir ni travailler. » Victor se leva. « Mademoiselle, j'ai promis à votre père de vous aider, mais je lui ai aussi promis de ne rien vous dire avant que vous ne le découvriez seul. Je peux seulement vous dire une chose. Regardez bien ce cheval. Regardez-le comme votre père le regardait, avec patience, avec soin, avec amour. Il garde quelque chose que vos frères ne doivent jamais trouver. » Étienne arriva sans prévenir, accompagné de 2 hommes que Camille ne connaissait pas. Ils descendirent d'une fourgonnette noire avec des plaques d'un autre département et marchèrent vers le terrain comme s'ils en étaient les propriétaires. « Petite sœur, » dit Étienne avec un sourire qui ressemblait plus à une menace. « Eh bien, nous devons parler affaires.
Camille s'interposa entre eux et l'étable. « Je n'ai rien à te dire. Bien sûr que si. Ce terrain est à vendre. Je vais l'acheter, et quand je le ferai, toi et ton cheval devrez partir. Ce terrain est prêté. Le propriétaire ne le vendra pas. » Étienne rit. « Le propriétaire vit aux États-Unis et a des dettes. J'ai déjà parlé avec lui. Dans 2 semaines, il signera les papiers. » Les 2 hommes qui l'accompagnaient s'avancèrent vers l'étable. Camille ne bougea pas. « Si vous touchez à ce cheval, j'appelle la police. » Avec quel téléphone? Avec quel argent pour payer un avocat? Étienne s'approcha jusqu'à être à quelques centimètres de son visage. « Écoute-moi bien, cet animal va m'appartenir. De gré ou de force, c'est toi qui décides. » Une voix l'interrompit par derrière. « Mademoiselle a déjà décidé, et vous allez partir maintenant. » C'était Victor, tenant une pelle rouillée à 2 mains. Ses yeux, normalement doux, étaient durs comme la pierre. Étienne regarda le vieil homme avec mépris. « Toi aussi, tu as des secrets, Victor. Ne m'oblige pas à te les rappeler. Mes secrets sont les miens, et ceux de cette famille. Partez avant que je ne fasse quelque chose que nous regretterions tous les deux. » Les secondes s'étirèrent. Finalement, Étienne recula. « 2 semaines, petite sœur. Après ça, ni toi ni le vieil homme ne pourrez m'arrêter. » Il monta dans la fourgonnette et s'éloigna, laissant un nuage de poussière. Camille regarda Victor. « Quel secret a-t-il sur vous ?» Victor baissa la pelle. Ses mains tremblaient. « De vieux secrets, mademoiselle. De quand j'étais un autre homme. Des secrets qui peuvent me détruire. » Mais note, un après-midi chaud, alors qu'elle nettoyait les sabots de tempête, Camille remarqua quelque chose d'étrange sur le fer à cheval arrière gauche. Il y avait des marques qui ressemblaient à des rayures d'usure, mais en regardant de plus près, elle découvrit qu'elles avaient une forme trop régulière pour être accidentelles. Elle prit une brosse métallique et un chiffon humide. Avec précaution, elle commença à frotter la surface du fer à cheval. La rouille et la saleté cédèrent peu à peu. En dessous apparurent des lignes gravées avec précision, des chiffres et des lettres. Camille sentit son cœur s'arrêter. Elle continua à nettoyer jusqu'à ce que toute l'inscription devienne visible. BCP 1987 24583 1941. Une clé et des sigles qui lui semblaient familiers, mais qu'elle ne parvenait pas à situer. Elle courut vers Victor, qui réparait la clôture de l'autre côté du terrain. « Victor, regardez ça !» Le vieil homme s'approcha en boitant. Quand il vit le fer à cheval, il pâlit. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Vous l'avez trouvé? Qu'est-ce que c'est? Que signifie BCP 1987 ?» Victor la regarda avec un mélange de soulagement et de peur. « Banque commerciale de Paris. Agence fondée en 1987. Votre père y avait un coffre-fort privé. Personne ne savait son existence, sauf lui et moi. Un coffre-fort avec quoi? Je ne sais pas. Il ne me l'a jamais dit. Il m'a seulement fait promettre que s'il lui arrivait quelque chose, je devais m'assurer que vous trouviez cela par vous-même, et que personne d'autre ne devait le savoir. » Camille regarda le fer à cheval, puis Victor, puis l'horizon où le soleil se couchait. « Je dois aller à Paris. Allez seul. Ne le dites à personne. » Et mademoiselle, Victor lui prit le bras de sa main cailleuse. « Faites attention. Ce qu'il y a dans ce coffre-fort peut changer votre vie, pour le meilleur ou pour le pire. » Cette nuit-là, Camille ne put dormir. Elle resta assise sur le sol de la cahute en tôle, la lampe de poche allumée et un morceau de papier où elle avait copié les numéros du fer à cheval. Elle les repassa 100 fois, cherchant un schéma. BCP 1987, Banque commerciale de Paris, agence 1987. Ça, elle le savait déjà, mais les autres numéros, 7, 2, 4, 5, 8, 3, 1, 9, 4, 1. Une combinaison, un code d'accès, des coordonnées. Elle prit le vieux téléphone que Victor lui avait prêté. L'écran était fissuré et la batterie durait à peine quelques heures, mais il servait à chercher sur Internet. Elle tapa « Banque commerciale de Paris, agence 1987 » et attendit que la page se charge. Les résultats confirmèrent ce que Victor avait dit. L'agence existait, c'était un bâtiment ancien dans le centre historique de la ville, connu pour offrir des services de coffre-fort privé à des clients de haut profil. Le genre d'endroit où les gens gardaient des choses qu'ils ne voulaient pas que quiconque trouve. Camille regarda vers l'étable où Tempête dormait. Son père avait gravé cette information sur un fer à cheval. Il l'avait caché sur un cheval que personne ne voulait toucher. Il avait eu confiance qu'elle seule aurait la patience de la découvrir. « Qu'as-tu gardé là, papa ?» murmura-t-elle dans l'obscurité. « Qu'était-ce de si important que tu aies dû le cacher à tous ?» Le lendemain matin, avant que le soleil ne se lève, Camille marcha jusqu'à la route principale et attendit le train pour Paris. Elle portait dans sa poche les numéros copiés sur papier, 300 € que Victor lui avait prêtés et une vieille photo de son père qu'elle portait toujours sur elle. Le voyage durerait 4 heures. 4 heures pour penser à tout ce qui pouvait mal tourner et à tout ce qui pouvait changer si ce qu'il y avait dans ce coffre-fort était réel. La Banque commerciale de Paris était un bâtiment en pierre de taille,
avec d'épaisses colonnes et des portes en fer forgé. Elle semblait tout droit sortie d'une autre époque. Un lieu où les secrets se gardaient sur papier et où les promesses avaient encore de la valeur. Camille entra, se sentant hors de propos. Ses vêtements étaient tachés de terre, ses chaussures usées, ses cheveux ramassés en une tresse négligée. Les personnes qui attendaient sur les fauteuils en cuir la regardèrent comme une intruse. Elle s'approcha de la réceptionniste, une jeune femme aux ongles parfaits et à l'expression ennuyée. « Bonjour, je viens pour un coffre-fort privé. » La réceptionniste l'examina de haut en bas. « Vous avez rendez-vous ? » « Non, mais j'ai un code d'accès. »« Sans rendez-vous, je ne peux pas vous aider. Vous pouvez prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Le code est BCP 1987, suivi de 7245831941. » La réceptionniste fronça les sourcils. Elle tapa quelque chose sur son ordinateur. Son expression changea. « Un instant, s'il vous plaît. » Elle passa un appel à voix basse. Elle raccrocha et regarda Camille d'un autre œil. « Quelqu'un va descendre pour vous recevoir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Camille attendit 3 heures. Les gens allaient et venaient. Personne ne lui offrit d'eau, ni ne lui expliqua ce qui se passait. Elle commençait à penser que tout était une erreur quand un homme plus âgé apparut par une porte latérale. Il portait un costume gris, une cravate sombre et le genre de calme que seule une connaissance excessive confère. « Mademoiselle Delacroix ? » ?»« Oui, je suis Monsieur Lejeune, responsable des services spéciaux. »« Accompagnez-moi, s'il vous plaît. » Il la conduisit le long d'un couloir jusqu'à un ascenseur qui descendait au sous-sol. Pendant qu'il descendait, l'homme parla sans la regarder. « Ce compte est actif depuis 30 ans, payé ponctuellement chaque mois. Personne n'est jamais venu le réclamer. Personne. Personne. Les instructions étaient très spécifiques. Seul celui qui présenterait le code complet en personne pourrait y accéder, sans exception. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Devant eux se trouvait un couloir avec des coffres-forts numérotés. « Bienvenue, mademoiselle Delacroix. Ce qu'il y a à l'intérieur vous attend depuis longtemps. » Le coffre-fort numéro 247 était plus petit que Camille ne l'imaginait. Une porte en acier épais, avec une serrure à combinaison et un lecteur de clés. Monsieur Lejeune lui indiqua d'introduire les numéros 7245831941. Un clic métallique. La porte s'ouvrit avec un soupir d'air vicié. À l'intérieur, il y avait une boîte métallique de la taille d'un petit coffre. Elle était couverte de poussière, comme si personne ne l'avait touchée depuis des décennies. À côté, une enveloppe jaunie et un carnet de cuir noir. « Je vous laisse seul, » dit le jeune. « Prenez le temps qu'il vous faut. Quand vous aurez terminé, appuyez sur le bouton rouge à côté de la porte. » Camille attendit qu'il parte. Le silence dans le coffre-fort était absolu, comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. Elle ouvrit d'abord l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite. L'écriture était celle de son père. Elle la reconnut immédiatement. « Camille, si tu lis ceci, cela signifie que tu as fait ce que je t'ai demandé. Tu as pris soin de Tempête quand tout le monde le méprisait. Tu as trouvé ce que j'ai caché pour toi. Ce qu'il y a dans cette boîte t'appartient de droit, non par le sang, non par la loi, mais parce que tu es qui tu es. Utilise-le bien, et quand tu découvriras la vérité sur tes frères, ne te laisse pas vaincre par la haine. La haine est une cage, et toi, tu es né pour être libre. Ton père, qui t'aime. » Les larmes brouillèrent sa vue. Elle respira profondément, ouvrit la boîte métallique. À l'intérieur, il y avait des dossiers, des dizaines de dossiers remplis de documents légaux, d'actes notariés avec des sceaux officiels, de contrats de vente, de registres. Camille commença à les feuilleter incrédule. Des propriétés. 17 propriétés dans 5 départements différents. Des terrains, des entrepôts, un immeuble d'appartements à Paris, un domaine en Provence, des locaux commerciaux en Bretagne, tout au nom d'une société appelée le Legs de la Vallée SA, dont l'unique bénéficiaire était celui qui présenterait le code original du coffre-fort. Camille fit des calculs mentaux rapides. La valeur de tout cela dépassait les 100 millions d'euros. Mais il manquait encore le carnet de cuir noir. Et le carnet était un journal intime. La première entrée datait de 15 ans auparavant. L'écriture de Monsieur Delacroix était ferme au début, mais devenait plus tremblante à mesure que les pages défilaient. Camille commença à lire depuis le début. 12 March. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'Antoine a falsifié ma signature sur 3 documents bancaires. Il a retiré 2 millions d'euros du compte principal sans mon autorisation. J'ai les preuves, les originaux avec la fausse signature. Un expert les a examinés et a confirmé que ce n'est pas mon écriture. Je ne vais pas le confronter pour l'instant. Je veux voir jusqu'où son ambition le mènera. Les mains de Camille tremblaient. Elle continua à lire. 8 juillet. Étienne vend du bétail dans mon dos depuis 3 ans. Il a un acheteur clandestin en Provence qui le paie en espèces. J'ai documenté chaque transaction. Des photographies des camions, des reçus que j'ai trouvés dans son bureau.
Des témoignages de travailleurs qui ont accepté de parler en échange de l'anonymat. Mon fils me voit comme une banque. Il ne sait pas que les banques gardent des registres de tout. Camille tourna les pages plus vite. Les trahisons s'accumulaient l'une après l'autre. Antoine, Étienne, et puis, 3 septembre. Ce qui concerne Béatrice est ce qui me fait le plus mal. Quand sa mère est tombée malade d'Alzheimer, elle a commencé à lui rendre visite seule. Je pensais que c'était de l'amour filial, mais hier j'ai trouvé les documents. Béatrice lui a fait signer des papiers alors qu'elle ne savait même plus son propre nom. Elle a gardé des bijoux qui valaient des millions, des bijoux que ma femme voulait laisser à Camille. Elle a volé sa propre mère, et sa mère ne peut plus se souvenir qu'on l'a volée. Camille ferma le journal un instant. Elle avait besoin d'air, mais dans ce coffre-fort, il n'y avait pas de fenêtre. Seulement le silence et des vérités qui faisaient plus mal que n'importe quel coup. Elle continua à lire parce qu'elle devait savoir, parce que son père avait gardé tout cela pour une raison, et cette raison se trouvait sur une page de ce carnet. Les pages suivantes documentaient des années d'observation silencieuse. Monsieur Delacroix avait engagé des détectives privés. Il avait recueilli des preuves, il avait monté des dossiers complets sur chacun de ses enfants aînés. Antoine, fraude bancaire, falsification de documents, évasion fiscale, preuves suffisantes pour l'envoyer en prison. Étienne, vol de bétail, vente clandestine, association avec des acheteurs de provenance douteuse, preuves documentées avec photos et témoignages. Béatrice, manipulation de personnes vulnérables, appropriation illicite de biens, falsification de signature de sa mère malade. Mais il y avait une section que Camille n'attendait pas, une page marquée d'un trombone rouillé et les mots « à lire à la fin » écrits à l'encre rouge. Pour l'instant, elle l'ignora, elle continua avec le reste du journal. Monsieur Delacroix écrivait « J'ai beaucoup réfléchi à ce que je devais faire de tout cela. Je pourrais les confronter, je pourrais les déshériter publiquement, je pourrais envoyer les preuves aux autorités, mais cela détruirait la famille pour toujours. Et même s'ils ne le méritent pas, il y a quelqu'un qui le mérite. Camille. Elle ne sait rien de tout cela. Elle continua à me rendre visite chaque semaine, me demandant comment je me sens, me chantant quand je ne peux pas dormir. Les 3 autres ne viennent que lorsqu'ils ont besoin d'argent ou veulent s'assurer que je suis toujours dans le testament. Camille vient parce qu'elle m'aime. Camille dut s'arrêter. Les larmes coulaient sur les pages, tachant la vieille encre. C'est pourquoi j'ai décidé de faire les choses de cette manière. Le testament officiel leur donnera à tous les 3 ce qu'ils attendent, mais le véritable héritage sera caché là où seule Camille pourra le trouver. Dans Tempête, le seul être dans ce domaine qui a également été trahi et qui mérite également une seconde chance. Camille comprit. Alors Camille arriva à la page marquée du trombone rouillé. Les mots à lire à la fin l'avaient appelée depuis qu'elle les avait vus, mais elle avait voulu comprendre d'abord le contexte complet. Maintenant, elle était prête. Elle ouvrit cette section et trouva une entrée différente des autres. L'écriture était plus tremblante, comme si Monsieur Delacroix avait écrit avec difficulté. La date datait de seulement 6 mois avant sa mort. Il y a une vérité que j'ai tue pendant 40 ans. Je ne sais pas si je dois l'emporter dans la tombe ou la laisser ici, mais si Camille lit ceci, cela signifie que je fais plus confiance à son jugement qu'au mien. Camille sentit l'air devenir plus dense. Quand Béatrice est née, j'avais des soupçons. Monique, ma femme, avait été distante pendant des mois. Elle voyageait souvent au domaine de sa famille. Elle disait qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Quand elle a annoncé qu'elle était enceinte, les dates ne correspondaient pas à mes calculs. Les lignes suivantes étaient écrites avec une encre différente, comme si elles avaient été ajoutées plus tard. J'ai fait un test quand Béatrice avait 2 ans, en secret, et les résultats étaient clairs. Elle n'est pas ma fille biologique. Camille laissa tomber le journal. Ses mains tremblaient tellement qu'elle ne pouvait plus le tenir. Béatrice n'était pas la fille de Monsieur Delacroix. Sa sœur aînée, celle qu'il avait le plus humiliée, celle qui se croyait supérieure à tous, ne partageait pas leur sang. Elle ramassa le journal et continua à lire. Je n'ai jamais rien dit. Je l'ai élevée comme la mienne. Je l'ai aimée comme la mienne. Mais elle a choisi d'être cruelle. Cela ne vient pas du sang, cela vient de l'âme. Certains naissent dans l'obscurité et trouvent la lumière. D'autres naissent dans la lumière et choisissent l'obscurité. Béatrice a choisi. La page suivante était arrachée. Il ne restait qu'un fragment qui disait « Le véritable père fut, le reste avait disparu ». Camille sortit de la banque 4 heures après y être entrée. Elle portait dans un sac en tissu tous les documents, les actes, le journal, les preuves. Monsieur Lejeune lui fit signer un récépissé de remise et lui donna une carte avec ses coordonnées. Si vous avez besoin de conseils juridiques pour réclamer les propriétés, je peux vous recommander quelqu'un de confiance. Merci, j'y réfléchirai. Elle marcha dans les rues de Paris sans but précis. La ville bougeait autour d'elle, mais elle était dans un autre monde, dans le monde de son père, où les vérités se cachaient dans des fers à cheval et où les testaments ne disaient que la moitié de l'histoire. Elle pensa à Antoine, aux millions qu'il avait volés en se faisant passer pour le fils parfait. Elle pensa à Étienne, au bétail vendu en douce, aux menaces,
à la façon dont il la regardait comme si elle était un obstacle. Elle pensa à Béatrice, aux bijoux volés à sa mère malade, au fait qu'elle n'était même pas la fille de Monsieur Delacroix et qu'elle ne le savait pas. Et elle pensa à elle-même, la fille cadette, celle que tous considéraient comme l'incapable, celle qui avait hérité d'un vieux cheval tandis que ses frères se partageaient des fortunes. Maintenant, elle avait le véritable héritage, et elle avait les preuves de chaque trahison. La question était, qu'allait-elle faire de tout cela? Elle pouvait se taire, vendre les propriétés en silence, disparaître avec l'argent. Ou elle pouvait réclamer ce qui était à elle et affronter ses frères avec la vérité. Alors qu'elle attendait le train de retour, elle prit une décision. Elle n'allait pas se cacher, elle n'allait pas fuir. Elle allait réclamer chaque propriété, chaque euro, chaque centimètre de terre que son père lui avait laissé. Et si ses frères voulaient la guerre, ils l'auraient. L'avocat que Camille engagea s'appelait Maître Julien Dubois. Il était jeune, fraîchement sorti d'un grand cabinet où il avait appris que le système juridique favorisait celui qui avait le plus de patience et les meilleures preuves. Quand Camille lui montra les documents du coffre-fort, il faillit tomber de sa chaise. C'est réel, tout est notarié. Mon père a passé des années à le préparer. Maître Dubois examina les actes un par un. Ses yeux s'ouvraient de plus en plus à chaque page. Nous parlons de plus de 100 millions d'euros en propriété. Et tout est légalement constitué par le biais d'une société commerciale dont vous êtes l'unique bénéficiaire. Je peux le réclamer? Vous pouvez, vous devez. Le processus est simple. Nous présentons les documents originaux, l'authenticité du code d'accès est vérifiée et le transfert formel à votre nom est effectué. Combien de temps cela prendra-t-il? S'il n'y a pas d'opposition, quelques semaines. Mais Maître Dubois la regarda sérieusement. Vos frères seront informés dès que nous enregistrerons les propriétés à votre nom. Ils recevront des notifications et d'après ce que vous me dites d'eux, ils ne resteront pas les bras croisés. Camille pensa à Antoine avec ses menaces déguisées en aide, à Étienne avec ses hommes et sa fourgonnette noire, à Béatrice avec son mépris glacial. Qu'ils soient informés. Je ne vais pas me cacher. Vous m'avez également montré un journal intime contenant de graves accusations, fraude, vol, manipulation d'une personne malade. Voulez-vous utiliser cela aussi? Camille hésita. Le journal était son atout le plus fort, mais aussi le plus dangereux. Si elle l'utilisait, la guerre serait totale. Pas encore. Gardons-le comme soutien. S'ils attaquent les premiers, alors nous l'utiliserons. Maître Dubois hocha la tête. Compris. Nous allons commencer par l'enregistrement des propriétés. Préparez-vous, mademoiselle Delacroix. Ce qui vient ne sera pas facile. Une semaine plus tard, les notifications arrivèrent au domicile d'Antoine, Étienne et Béatrice. Des documents officiels les informant que 17 propriétés dans 5 départements avaient été enregistrées au nom de leur sœur cadette, Camille Delacroix, en tant qu'unique bénéficiaire de la société, le Legs de la Vallée SA. Antoine appela Étienne à 6 heures du matin. « Tu as vu ce qui est arrivé ?»« Je l'ai vu. D'où a-t-elle tiré ses propriétés ?»« Papa n'a jamais mentionné de société. Je ne sais pas. Mais je vais le découvrir. » Béatrice reçut la notification en déjeunant. Elle l'a lue 3 fois sans pouvoir y croire. Des propriétés qui valaient plus que tout ce qu'elle avait hérité. Entre les mains de Camille, l'incapable, celle qui s'était retrouvée avec un vieux cheval. Cet après-midi-là, les 3 frères et sœurs se réunirent au domaine principal. C'était la première fois qu'ils étaient ensemble depuis l'enterrement de leur père. « C'est une fraude », dit Béatrice en frappant la table. « Papa n'aurait jamais fait ça. Elle a falsifié des documents. » Antoine secoua la tête. « J'ai vérifié les registres. Ces propriétés ont été achetées il y a plus de 20 ans. Les notaires sont réels. Les sceaux sont officiels. Alors, papa nous a menti, dit Étienne. Il nous a donné des miettes pendant qu'il cachait la véritable fortune pour sa chouchoute. Que faisons-nous? Demanda Béatrice. Antoine se servit un verre de cognac. Nous allons la poursuivre en justice. Nous alléguerons que papa n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales lorsqu'il a créé cette société et qu'elle l'a manipulée dans ces derniers mois, qu'il y a des irrégularités dans les documents. Et si nous perdons? Antoine regarda ses frères et sœurs avec froideur. Nous ne perdrons pas. Et si la loi ne fonctionne pas, il y a d'autres façons de régler les choses. La plainte arriva au tribunal de grande instance de Paris 2 semaines plus tard. Les frères et sœurs Delacroix alléguaient que Camille avait commis une fraude, une manipulation de personnes vulnérables et une falsification de documents. Ils demandaient l'annulation du transfert de propriété et l'ouverture d'une enquête pénale à son encontre. Camille reçut la notification en s'occupant de Tempête. Elle la lut debout à côté de l'étable, le soleil de l'après-midi tombant sur les mots qu'il accusait d'être une criminelle. « Je savais qu'il ferait ça », dit-elle à Victor lorsqu'il arriva avec des provisions. « Mon avocat m'avait prévenu. »« Que ferez-vous ?»« Je me battrai. Que puis-je faire d'autre ?» Victor déposa les sacs sur le sol et s'assit sur une pierre. Il paraissait plus vieux que jamais. « Mademoiselle, il y a quelque chose que vous devez savoir. Vos frères ne jouent pas franc jeu. Antoine a des contacts au gouvernement. Étienne connaît des gens dangereux. Et Béatrice, elle est la pire de tous, parce qu'elle réfléchit avant d'agir. Vous êtes en train de me dire d'abandonner ?
je vous dis d'être prudente. Votre père ne vous a pas seulement laissé un héritage, il vous a laissé une guerre. Et dans les guerres, les bonnes personnes perdent parfois. Camille caressa le cou de Tempête. Le cheval souffla doucement, comme s'il comprenait. Mon père m'a laissé cette guerre parce qu'il savait que je pouvais la mener. S'il avait voulu que j'abandonne, il n'aurait pas caché tout cela dans un cheval que personne d'autre ne voulait toucher. Il m'a choisi, et je ne le décevrai pas. Cette nuit-là, alors qu'elle examinait des documents avec son avocat au téléphone, Camille sentit que quelque chose changeait dans l'air, comme si une tempête approchait de l'horizon. Une tempête qui prendrait des mois à arriver, mais qui, quand elle arriverait, balayerait tout. Elle était prête. Le tribunal de grande instance de Paris sentait le vieux papier et le désinfectant. Camille arriva tôt, vêtue de ses meilleurs vêtements, un chemisier blanc et une jupe sombre qu'elle avait achetée dans un marché d'occasion. Son avocat, maître Julien Dubois, l'attendait à l'entrée avec un porte-document rempli de papiers. « Êtes-vous prête ? » »« Non, mais allons-y. » La salle était à moitié pleine. Du côté opposé, ses 3 frères occupaient le premier rang, aux côtés d'un homme en costume cher et aux cheveux gominés. Camille reconnut le type, un avocat qui facturait à l'heure ce qu'elle gagnait en un mois. Le juge entra et tout le monde se leva. C'était un homme âgé au visage fatigué et aux yeux qui semblaient avoir tout vu. Affaire numéro 2847, Delacroix contre Delacroix. Plainte pour fraude, manipulation de personnes vulnérables et falsification de documents. L'avocat des frères, qui se présenta comme maître Charles Mercier, prit la parole en premier. « Votre honneur, mes clients allèguent que mademoiselle Camille Delacroix a profité de la détérioration de l'état mental de son père, monsieur Armand Delacroix, pour lui faire signer des documents qui la bénéficiaient exclusivement. Nous avons des témoignages de personnes proches de la famille qui confirment que monsieur Delacroix n'était pas en état de prendre des décisions légales dans ces dernières années. » Camille sentit le sang lui monter à la tête. Son père avait été lucide jusqu'à la fin. Elle le savait mieux que quiconque. Maître Dubois répondit calmement. « Votre honneur, les propriétés en question ont été acquises il y a plus de 20 ans, alors que monsieur Delacroix jouissait d'une parfaite santé mentale. Tous les documents sont dûment notariés et enregistrés. La plainte est dénuée de tout fondement juridique. » Le juge prit des notes. « Les 2 positions sont acceptées. Nous programmerons des audiences pour la présentation des preuves. Vous avez 30 jours. 30 jours. » Camille regarda ses frères en sortant. Antoine souriait. Étienne la regardait avec haine. Béatrice ne se retourna même pas. La guerre avait officiellement commencé. Maître Charles Mercier n'avait pas acquis sa réputation en suivant les règles. Il l'avait acquise en sachant exactement quand les enfreindre. 3 jours après la première audience, il rencontra Béatrice dans un restaurant discret de Paris. C'était elle qui avait demandé le rendez-vous, et il avait accepté, sachant que les clients désespérés payaient mieux. « J'ai besoin de témoins, » dit Béatrice sans embâge. « Des gens qui déclareront que mon père avait des troubles mentaux lorsqu'il a signé ces documents. » Mercier but une gorgée de son café. « Les témoins coûtent de l'argent. L'argent n'est pas un problème, alors les témoins ne le seront pas non plus. » Il sortit un carnet de sa poche. « Je connais 3 personnes qui ont travaillé dans des domaines voisins de celui de votre père. Pour la bonne somme, ils se souviendront d'avoir vu monsieur Delacroix confus, désorienté, incapable de reconnaître ses propres enfants. Et si on les interroge, ils sont formés. Ils savent quoi dire et comment le dire. Ils font cela depuis des années. » Béatrice hocha la tête. « Faites-le. Et trouvez autre chose. Je veux quelque chose sur Camille. Quelque chose qui la fasse passer pour une opportuniste, une manipulatrice, n'importe quoi qui détruise sa crédibilité. » Mercier sourit. « C'est plus difficile. D'après mes recherches, votre sœur a une réputation impeccable. Elle n'a jamais eu de problème juridique, n'a jamais emprunté d'argent. Elle a pris soin de son père jusqu'à la fin sans rien demander en retour. Alors inventez quelque chose. » L'avocat rangea son carnet. « Inventer est dangereux, mais il y a une autre option. Quelque chose que j'ai déjà utilisé dans des affaires d'héritage. » « Quoi ? » Remettre en question son identité. Si nous pouvions prouver que Camille n'est pas réellement la fille de monsieur Delacroix, elle perdrait tout droit à l'héritage. Béatrice resta silencieuse. L'idée était audacieuse, risquée, probablement illégale, mais si elle fonctionnait, faites-le, dit-elle finalement. Faites ce que vous avez à faire. Antoine arriva chez Victor une nuit sans lune. Il gara sa fourgonnette loin du chemin principal et marcha le dernier tronçon à pied, s'assurant que personne ne le voit. Le vieil homme était assis sur le perron, fumant une cigarette. Il ne parut pas surpris quand il vit Antoine émerger de l'obscurité. « Bonsoir, Victor. Monsieur Antoine, qu'est-ce qui vous amène ici à cette heure ?»« Affaire. » Antoine s'assit sur une chaise en plastique sans demander la permission. « Toi et moi n'avons jamais parlé directement, mais je crois qu'il est temps de le faire. » Victor tira une longue bouffée de sa cigarette. « J'écoute. Je sais que tu aides ma sœur. Tu lui as prêté ta fourgonnette. Tu lui as trouvé le terrain. Tu la conseilles. Ça ne me plaît pas. Votre père m'a demandé de l'aider.
Mon père est mort, et les morts ne paient pas les faveurs. Antoine sortit une enveloppe de la poche de sa veste. Mais les vivants, oui. Il posa l'enveloppe sur la table. Victor ne la toucha pas. Qu'est-ce que c'est? 200 000 € à toi en échange de ta déposition en notre faveur au procès. Que tu dises que Camille faisait pression sur mon père, qu'elle le perturbait, qu'il ne savait pas ce qu'il signait. Victor écrasa sa cigarette contre le cendrier. Je ne ferai pas ça. Antoine se pencha en avant. Sa voix baissa à un murmure. Je sais aussi pour ton fils, Victor. Celui que tu as eu avec Marguerite il y a 30 ans. Celui que tu as abandonné quand il était bébé. Il est maintenant adulte, il vit dans une petite ville de province et ne sait pas que tu es son père. Tu imagines comment il réagirait s'il recevait une lettre anonyme lui racontant la vérité? Victor pâlit. Ses mains commencèrent à trembler. Tu as 1 semaine pour décider, dit Antoine en se levant. L'argent ou la honte, tu choisis. One. Camille trouva Victor assis près de l'étable, le regard perdu à l'horizon. Il était 6 heures du matin et le vieil homme n'avait pas dormi. Cela se voyait à ses cernes, à la façon dont ses épaules se courbaient plus que d'habitude. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle en s'asseyant à ses côtés. Victor mit du temps à répondre. Quand il le fit, sa voix semblait brisée. « Antoine est venu hier soir. Il m'a offert de l'argent pour témoigner contre vous et quand j'ai refusé, il m'a menacé de quelque chose de pire. De quoi ?» Le vieil homme ferma les yeux. Une larme roula sur sa joue ridée. « Il y a 30 ans aujourd'hui, j'ai commis la pire erreur de ma vie. J'ai eu un fils avec une femme du village. Elle s'appelait Marguerite. Elle était jeune, jolie, et j'étais marié. Quand elle est tombée enceinte, j'ai eu peur. Je lui ai donné de l'argent pour qu'elle parte, et je n'ai jamais rien dit à personne. » Camille écoutait en silence. L'enfant a grandi sans père. Marguerite est morte il y a 10 ans, et il est resté seul. C'est maintenant un homme de 30 ans qui vit dans la ville voisine. Il ne sait pas que j'existe. Il ne sait pas que son père est un lâche qui l'a abandonné. Victor, Antoine va tout lui raconter si je ne témoigne pas contre vous. Il va détruire l'image que ce jeune homme a de sa mère, l'illusion qu'il a peut être encore de connaître son père un jour. Il va utiliser ma honte pour vous couler. Camille prit les mains du vieil homme entre les siennes. Écoutez-moi bien. Vous ne témoignerez rien qui ne soit pas la vérité. Et si Antoine met sa menace à exécution, nous y ferons face ensemble. Vous ne me détestez pas pour ce que j'ai fait. Nous portons tous des erreurs, Victor. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons après. Le vieil homme la regarda, les yeux humides. Votre père avait raison à votre sujet. Vous êtes la meilleure de tous. Étienne avait perdu patience. Les poursuites prenaient des mois à être résolues. Les avocats coûtaient une fortune. Et pendant ce temps, Camille continuait de vivre sur ce terrain avec ce maudit cheval qui aurait dû mourir il y a des années. Il décida de prendre les choses en main. Un matin, avant l'aube, il roula jusqu'aux abords du village avec 2 bidons d'essence à l'arrière de sa fourgonnette. Il gara loin du terrain et marcha le reste du chemin, un bidon dans chaque main. La cahute en tôle était sombre. L'étable où dormaient Camille et Tempête se distinguait à peine contre le ciel nocturne. Il travailla en silence. Il aspergea l'essence autour des murs en bois, imbiba les poteaux qui soutenaient le toit improvisé. Il laissa une trace qui reliait le tout. L'odeur était forte, pénétrante, mais personne n'était éveillé pour la remarquer. Quand il eut fini, il recula de quelques mètres et sortit une boîte d'allumettes de sa poche. Il en alluma une. La petite flamme illumina son visage un instant. « C'est pour t'être mêlé de ce qui ne te regardait pas, petite sœur. » Il lança l'allumette. Les flammes grandirent plus vite qu'il ne l'espérait. En quelques secondes, le feu encercla l'étable et commença à grimper le long des murs. La fumée noire s'éleva vers le ciel, sans étoiles. Étienne courut vers sa fourgonnette, démarra le moteur et s'éloigna sur le chemin de terre sans allumer ses phares. En regardant dans le rétroviseur, il vit le halo orangé grandir au loin. Il sourit. Quand quelqu'un arriverait pour aider, il serait déjà trop tard. Tempête fut le premier à se réveiller. La fumée s'infiltra par les fentes de l'étable et le cheval hennit avec force, frappant les murs de ses sabots. Le bruit réveilla Camille, qui dormait dans un coin sur un vieux matelas. Elle ouvrit les yeux et vit le halo orangé se filtrer à travers les planches. Elle sentit la chaleur, l'odeur d'essence, le feu. Elle se leva d'un bond, mais la fumée emplissait déjà l'espace. Elle toussa, se couvrit la bouche avec sa chemise, chercha la porte. Les flammes la bloquaient. Le feu avait complètement encerclé l'étable. Tempête frappait frénétiquement, hennissant avec une terreur que Camille n'avait jamais entendue. Elle essaya de le calmer, mais l'animal était hors de contrôle. « Tranquille, Tempête, tranquille !» Le toit craqua. Une poutre en flammes tomba à quelques centimètres d'elle. Camille cria, recula. Elle sentit qu'elle manquait d'air. Alors elle entendit des coups de l'extérieur, du métal contre du bois. Quelqu'un était en train de briser le mur arrière de l'étable. « Mademoiselle, baissez-vous !» C'était Victor. Le vieil homme avait vu le feu de sa maison et avait couru avec une hache rouillée. Il frappa les planches encore et encore jusqu'à ouvrir une brèche suffisante pour passer.
Sortez maintenant !» Camille rampa vers la brèche. Victor la tira par le bras avec force, l'entraînant dehors. Elle toussait, pleurait, pouvait à peine respirer. Tempête est toujours à l'intérieur. Victor rentra sans hésiter. Quelques secondes plus tard, le cheval sortit par la brèche, le dos en flammes. Le vieil homme le suivait, le frappant avec une couverture mouillée pour éteindre le feu. Camille rampa jusqu'à Tempête et l'embrassa tandis que l'animal tremblait. Les brûlures sur son dos étaient profondes. L'odeur de poils brûlés remplissait l'air. « Ils vont payer pour ça », murmura-t-elle d'une voix brisée. « Je te le jure par mon père. » Le vétérinaire arriva à l'aube. C'était un jeune homme du village, un voisin qui avait entendu la nouvelle et était venu sans qu'on l'appelle. Il travailla pendant 3 heures à soigner les brûlures de Tempête, pendant que Camille tenait la tête de l'animal pour le maintenir immobile. « Il va survivre », dit-il finalement en s'essuyant les mains avec un chiffon. « Mais les cicatrices seront permanentes. Tout le côté gauche de son dos restera marqué. Les cicatrices m'importent peu, je veux juste qu'il vive. Il a besoin de repos, de médicaments et de pansements quotidiens pendant au moins 1 mois. Je vous laisse tout le nécessaire. Vous ne me devez rien. » Camille le regarda surprise. « Pourquoi ? Parce que tout le village sait ce que vos frères vous font, et certains d'entre nous croyons encore en la justice. » La gendarmerie arriva 1 heure plus tard. 2 officiers examinèrent les restes de l'étable calcinée, prirent des photographies, trouvèrent les bidons vides qu'Étienne avait laissés tomber dans sa hâte de s'échapper. « C'était intentionnel », dit l'un des officiers. « Il y a des traces d'accélérants sur tout le périmètre. Avez-vous une idée de qui cela pourrait être ?» Camille hésita. Elle savait que c'était Étienne, mais accuser sans preuve directe pouvait compliquer l'affaire au tribunal. « J'ai des soupçons, mais j'ai besoin de parler à mon avocat avant de faire des déclarations formelles. » Les officiers hochèrent la tête, prirent ses coordonnées et promirent d'enquêter. Cette nuit-là, Camille dormit à côté de Tempête dans ce qui restait de l'étable. Elle lui chanta la berceuse de son père jusqu'à ce que l'animal ferme les yeux. Les brûlures sur son dos brillaient sous la lumière de la lune. « Nous allons gagner », lui murmura-t-elle. « Pour toi, pour mon père, pour tous ceux qu'ils ont blessés. Nous allons gagner. » 1 semaine après l'incendie, une femme élégante arriva sur le terrain en taxi. Elle portait une robe bleu foncé, des lunettes de soleil et un sac qui valait plus que la cahute en tôle, où Camille dormait désormais. « Camille Delacroix ?» Qui demande ? La femme retira ses lunettes. Elle avait des yeux verts, une peau claire et une expression qui mêlait peur et détermination. « Je m'appelle Solange, je suis l'épouse d'Antoine. » Camille se tendit. « Si vous venez de sa part ?»« Je ne viens pas de sa part. Je viens malgré lui. » Solange regarda autour d'elle, s'assurant qu'elles étaient seules. « Pouvons-nous parler à l'intérieur ?» Elles s'assirent dans la cahute en tôle. Camille lui offrit de l'eau. C'était la seule chose qu'elle avait. Solange l'accepta sans se plaindre. « Cela fait 15 ans que je suis mariée à votre frère, » commença-t-elle. 15 ans à supporter ses humiliations, ses infidélités, ses affaires louches. Je suis restée parce que j'avais peur. Peur de perdre mes enfants, peur de me retrouver sans rien. Mais ce qu'ils vous font, l'incendie, c'était trop. Avez-vous des preuves qu'Étienne a provoqué l'incendie ? Non, mais j'ai quelque chose de pire. Solange sortit un téléphone de son sac. Des enregistrements de conversations qu'Antoine a eus il y a 6 mois, quand votre père était encore en vie. Camille sentit son cœur s'arrêter. Quel genre de conversation ? Antoine a parlé à un médecin. Il voulait accélérer les choses, que votre père meure plus vite pour toucher l'héritage plus tôt. Vous êtes en train de dire que le médecin a refusé ? Votre père s'est rétabli temporairement et est mort de mort naturelle des mois plus tard, mais l'intention était là, et j'ai les preuves. Solange posa le téléphone sur la table. J'ai besoin de garanties que vous me protégerez si j'utilise cela, qu'Antoine ne pourra pas me prendre mes enfants ni me laisser à la rue. Pouvez-vous me donner cela ? Camille la regarda fixement. Je vous donne ma parole. Camille écouta les enregistrements cette même nuit. La voix d'Antoine était inimitable. Docteur, vous savez que mon père n'a aucune qualité de vie. Chaque jour qui passe est un jour de souffrance pour lui et, franchement, une dépense inutile pour la famille. Il y a des moyens d'accélérer le processus, des moyens discrets. La voix du médecin répondit avec prudence. Ce que vous me demandez est illégal. Monsieur Delacroix, je ne peux pas participer à quelque chose comme ça. Je ne vous demande pas de faire quoi que ce soit directement, juste de regarder ailleurs, de cesser de lui donner certains médicaments, de ne pas intervenir en cas de complications. Je suis désolé, mais j'ai prêté serment. Tous les serments ont un prix, docteur. Le mien non, avec votre permission. L'enregistrement se termina là, mais il y en avait d'autres. D'autres conversations où Antoine discutait avec Étienne du problème du vieil homme et comment tout serait plus facile s'il mourait tout de suite. Camille éteignit le téléphone. Elle se sentait nauseuse. Son propre frère avait tenté d'accélérer la mort de son père. Il n'y était pas parvenu. Mais l'intention était documentée. C'était la preuve de quelque chose de monstrueux. Elle appela son avocat. « Maître Dubois,
J'ai quelque chose de nouveau, quelque chose d'énorme. À quel point est-ce énorme? Assez pour détruire Antoine, mais j'ai besoin que vous me disiez si c'est admissible comme preuve. Envoyez-le-moi, je le vérifierai cette nuit. » Après avoir raccroché, Camille resta à regarder les étoiles par la fenêtre cassée de la cahute en tôle. Son père était mort de cause naturelle. Les médecins l'avaient confirmé. Mais savoir qu'Antoine avait souhaité sa mort, qu'il avait tenté de l'acheter, cela changeait tout. La guerre n'était plus seulement une question d'argent. C'était une question de justice. Pour la mémoire de M. Delacroix, pour tout ce qu'il avait enduré en silence, pendant que ses enfants attendaient comme des vautours. L'audience pour la présentation des preuves était prévue un mardi. Camille arriva avec Maître Dubois et un dossier rempli de documents authentifiés. Elle s'attendait à une journée difficile, mais gérable. Elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Maître Charles Mercier demanda la parole avant que Maître Dubois ne puisse présenter ses preuves. « Votre honneur, avant de poursuivre la procédure standard, mes clients souhaitent présenter une preuve qui modifie fondamentalement la nature de cette affaire. » Le juge fronça les sourcils. « Procédez. » Mercier sortit un document de son porte-document et le remit au greffier du tribunal. « Ce que vous tenez entre les mains est une analyse ADN, réalisée par le laboratoire médical spécialisé de Paris. Et les résultats démontrent que mademoiselle Camille Delacroix ne partage pas de matériel génétique avec le défunt monsieur Armand Delacroix. » Un murmure remplit la salle. Camille sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. « En d'autres termes, » continua Mercier avec un sourire à peine contenu, « la défendresse n'est pas la fille biologique du testateur, par conséquent, tout héritage qu'elle réclamerait est nul de plein droit. Elle n'a aucun lien légal ni sanguin avec la famille Delacroix. » Béatrice sourit de son siège. Antoine hocha la tête de satisfaction. Étienne frappa la table comme pour célébrer un but. Maître Dubois se leva. « Objection. Ce document n'a pas été partagé avec la défense. Nous n'avons pas eu l'occasion de vérifier son authenticité. Le document est dûment certifié, » répondit Mercier. « Vous pouvez le vérifier si vous le souhaitez, mais les résultats sont clairs. » Le juge examina le papier, regarda Camille. « Mademoiselle Delacroix, avez-vous quelque chose à dire à ce sujet ?» Camille ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Tout ce qu'elle avait construit, tout ce pour quoi elle s'était battue, ne tenait soudain qu'à un fil. « Votre honneur, » intervint Maître Dubois, « nous demandons un ajournement pour analyser cette supposée preuve. » Le juge hocha la tête. « C'est accordé. Nous reprendrons dans une semaine. » Camille sortit du tribunal sans regarder personne. Le document disait qu'elle n'était pas la fille de son père. Et si c'était vrai, elle perdait tout. Camille ne dormit pas pendant 3 jours. Elle restait éveillée, regardant le toit de tôle, repassant chaque moment de sa vie avec son père. Les dimanches au domaine quand elle était enfant, les après-midi à l'aider avec les comptes quand personne d'autre ne voulait le faire. Les nuits à l'hôpital à lui chanter pour qu'il puisse dormir. Tout cela avait-il été un mensonge? Elle n'était pas sa fille. Maître Dubois l'appela le 3e jour. « J'ai trouvé quelque chose sur ce laboratoire, celui qui aurait fait l'analyse ADN. Qu'avez-vous trouvé? Il a fermé il y a 2 ans. Le propriétaire est en prison pour fraude. Il falsifiait des résultats médicaux pour qui payait suffisamment. » Camille sentit l'air revenir dans ses poumons. « Alors, le document est faux? Probablement. Mais nous devons le prouver. Je vais engager un laboratoire indépendant pour faire une nouvelle analyse. Une vraie, certifiée par le gouvernement, que personne ne pourra contester. Combien de temps cela prendra-t-il? 2 semaines minimum. En attendant, nous devons tenir bon. » Camille raccrocha et regarda vers les tables où Tempête se reposait. Les brûlures sur son dos guérissaient. Oui, mais les cicatrices étaient déjà visibles, des marques permanentes de ce que ses frères étaient capables de faire. « Mon père m'a choisi, » murmura-t-elle dans le vide. « Il m'a laissé tout cela parce qu'il savait qui je suis. Peu importe ce que dit un faux papier, je connais la vérité. » Mais un petit doute continuait de grandir dans son esprit. Et si le document était réel? Et si son père avait gardé ce secret aussi? Il n'y avait qu'une seule façon de le savoir. Elle devait relire le journal. Elle devait lire ce qu'elle n'avait pas encore lu. Camille passa des heures à revoir chaque page du journal de son père. Elle cherchait quelque chose, n'importe quoi qui lui confirmerait qu'elle était sa fille. Mais M. Delacroix n'avait jamais écrit directement à ce sujet. Il parlait de ses visites, de son amour pour elle, de la façon dont elle était différente des autres. Il ne mentionnait jamais le sang ni l'ADN. Alors elle décida de chercher ailleurs. Si le document était faux, il devait y avoir une trace. Elle appela Maître Dubois. « J'ai besoin que vous enquêtiez sur qui a payé cette analyse ADN. Le laboratoire était fermé, mais quelqu'un a dû contacter le propriétaire en prison ou ses anciens employés. C'est compliqué. Cela nécessite un accès au registre bancaire. Faites-le, quel qu'en soit le prix. » 3 jours plus tard, Maître Dubois l'appela avec des nouvelles. « J'ai trouvé la trace. Le paiement provenait d'un compte d'entreprise au nom de « Distributeur du fer à cheval SA ».
Ça vous dit quelque chose? Non. C'est une entreprise fantôme, mais le représentant légal enregistré est un membre de la famille de Mercier, l'avocat de vos frères. Et il y a autre chose. Le comte a reçu un virement quelques jours auparavant d'une autre entreprise appelée Chevaux de la Vallée. Camille reconnut ce nom. C'est l'entreprise de Béatrice. Exact. Et votre sœur a payé pour un faux document afin de vous priver de l'héritage. Nous avons la trace complète. Camille ferma les yeux. Béatrice. Toujours Béatrice. Celle qui la méprisait le plus. Celle qui ne perdait jamais une occasion de l'humilier. Elle avait maintenant commis un crime grave pour la détruire. Nous pouvons utiliser ça au procès? Nous pouvons. Et nous allons le faire. Mais attendez, il y a autre chose que vous devez savoir. Quoi? En enquêtant sur les entreprises de Béatrice, j'ai trouvé des irrégularités. Beaucoup. Je crois que votre père avait raison dans son journal. Votre sœur a volé pendant des années et elle a laissé une trace qu'elle croyait invisible. Camille retourna au journal cette nuit-là. Elle l'avait lu plusieurs fois, mais elle sentait qu'il manquait quelque chose. Son père était un homme méticuleux. S'il avait laissé ce carnet comme preuve, il devait y avoir plus. Elle examina attentivement la couverture de cuir noir. Elle était usée par les années, avec des coins pliés et des taches d'humidité. Elle passa ses doigts sur le bord intérieur et sentit quelque chose d'étrange, une petite bosse entre le cuir et le carton. Avec un couteau de cuisine, elle décolla délicatement l'intérieur. À l'intérieur, il y avait 3 feuilles de papier pliées, jaunies par le temps. La première feuille portait une date d'il y a 40 ans. L'écriture de son père était jeune, ferme, sans les tremblements de la vieillesse. Aujourd'hui, j'ai confirmé ce que je soupçonnais depuis des mois. Béatrice n'est pas ma fille. J'ai fait le test en secret quand elle avait 2 ans. Les résultats étaient clairs. Monique a eu une liaison pendant que j'étais en voyage. L'homme était Julien Martin, le régisseur qui travaillait ici avant Victor. Camille cessa de respirer un instant. J'ai confronté Monique. Elle a pleuré, m'a demandé pardon. Elle m'a supplié de ne pas l'abandonner. Elle a dit que c'était une erreur, qu'elle ne l'avait jamais revue. Je l'ai cru, ou j'ai voulu la croire. J'ai décidé de rester. J'ai décidé d'élever Béatrice comme la mienne. J'ai renvoyé Julien et l'ai payé pour qu'il quitte le département. Je n'ai jamais plus parlé de ça. La deuxième feuille continuait. 20 ans ont passé depuis. Béatrice a grandi sans connaître la vérité. Je l'ai traitée comme les autres, être même mieux, car je sentais que je devais compenser quelque chose. Mais elle a choisi d'être qui elle est. Le sang ne détermine pas le destin, les décisions oui. La troisième feuille était la plus récente. L'écriture tremblait, signe que M. Delacroix l'avait écrite dans ces derniers mois. Si Camille lit ceci, cela signifie que le test a fonctionné, et cela signifie qu'elle a pris soin de Tempête avec l'amour que j'attendais. Cela signifie qu'elle a trouvé tout ce que j'ai caché pour elle. Camille dut essuyer ses larmes pour continuer à lire. « Je veux que tu saches, ma fille, que je n'ai jamais douté que tu étais la mienne. Depuis le jour de ta naissance, j'ai vu dans tes yeux le même regard que je voyais chez ma mère, la même bonté, la même force silencieuse. Tu es mon sang, mon véritable héritage. Béatrice ne le sait pas et ne devrait peut-être jamais le savoir. Cela, je le laisse à ton jugement. Mais si elle tente de te prendre ce qui est à toi, si elle tente de te détruire comme elle a détruit d'autres, alors utilise cette vérité, non pas comme vengeance mais comme défense. Il y a une différence. Julien Martin est mort il y a 10 ans dans un accident de la route. Il a emporté le secret dans la tombe, mais j'ai gardé les preuves ADN originales. Elles sont dans le coffre-fort de mon bureau, celui que personne n'utilise parce que tout le monde croit qu'il est vide. La combinaison, c'est ta date de naissance. Camille termina de lire et resta immobile de longues minutes. Son père avait tout su. Il s'était tu pendant 40 ans pour protéger une famille qui ne le méritait pas, et à la fin, il lui avait laissé les outils pour se défendre. « Merci, papa », murmura-t-elle au papier taché de larmes. « Je ne te décevrai pas. » Le lendemain matin, Camille se rendit au domaine principal. Elle savait que ses frères et sœurs n'y seraient pas. Antoine avait des réunions à Paris le mardi. Étienne passait ses matinées dans les enclos des taureaux, et Béatrice arrivait rarement avant midi. Elle entra par la porte de service qu'il laissait toujours ouverte. La maison sentait le vieux bois et les souvenirs. Elle monta au bureau de son père. Elle vit la pièce que personne n'avait touchée depuis sa mort. Le coffre-fort se trouvait dans un coin, derrière une bibliothèque poussiéreuse. Il était petit, démodé, du genre qui s'ouvrait avec une combinaison numérique. Camille composa sa date de naissance, 15 août 1989. La porte s'ouvrit avec un clic. À l'intérieur se trouvait une épaisse enveloppe en papier craft. Elle l'ouvrit de main tremblante. Elle contenait 2 choses. Les résultats originaux du test ADN de Béatrice, datant d'il y a 40 ans, et une lettre scellée qui lui était adressée. « Camille, si tu as trouvé ceci, cela signifie que mes instructions ont fonctionné. J'ai toujours su que ce serait toi qui irais jusqu'ici, non parce que tu es plus intelligente que tes frères et sœurs, mais parce que tu es plus patiente,
plus aimante, plus disposée à regarder là où les autres ne veulent pas voir. Je t'ai laissé Tempête parce que lui et toi êtes pareils. Tous deux avez été jugés injustement, et tous deux avez été méprisés par ceux qui ne vous connaissaient pas. Et tous deux avaient plus de valeur que quiconque ne l'imagine. Le test du cheval n'était pas une énigme ingénieuse, c'était un filtre. Seule une personne avec un véritable amour dans le cœur prendrait soin d'un animal que tous voulaient mort. Seule une telle personne prendrait le temps de nettoyer ses sabots, d'examiner ses fers à cheval, de découvrir ce que j'ai caché. Tes frères et sœurs auraient vendu Tempête dès la première semaine. Toi, tu l'as sauvé, et en le sauvant, tu t'es sauvé toi-même. Camille retourna sur le terrain avec les documents cachés sous ses vêtements. Elle trouva Victor qui l'attendait près de l'étable, l'expression préoccupée. « Où étiez-vous? Je vous cherche depuis des heures. Je suis allé chercher quelque chose que mon père m'a laissé. » Elle lui montra les papiers. Victor les lut en silence, ses vieux yeux s'humidifiant à chaque ligne. « Alors, c'est vrai, » murmura-t-il. « Nous, qui travaillons au domaine, nous avons toujours eu des soupçons. » Béatrice ne ressemblait à personne de la famille, mais Monsieur Delacroix la traitait comme les autres. Alors, nous n'avons jamais rien dit. Mon père l'a aimée malgré tout. Il l'a élevée, l'a éduquée, lui a donné tout ce qu'il avait, et elle l'a trahi de toute façon. Victor hocha lentement la tête. L'amour d'un père ne dépend pas du sang, mais l'amour d'un enfant dépend de ses décisions. Béatrice a mal choisi. Camille rangea les documents dans une pochette imperméable qu'elle cacha sous une planche lâche de l'étable. Maintenant, je comprends tout, Victor. Mon père ne m'a pas laissé un vieux cheval par accident. Il m'a laissé une épreuve. Il voulait savoir si j'étais capable d'aimer quelque chose que personne d'autre ne voulait aimer, et il voulait s'assurer que l'héritage parviendrait à qui le méritait. Et vous avez passé l'épreuve. J'ai passé l'épreuve. Camille regarda vers Tempête, qui se reposait dans son coin, les cicatrices brillant sous le soleil. Maintenant, il ne reste plus qu'à ce que le juge le comprenne aussi. Le jour du jugement final, la salle était pleine. L'affaire Delacroix contre Delacroix avait attiré l'attention de la moitié du département. Journalistes, curieux et voisins du village, occupaient chaque siège disponible. Camille entra avec Maître Dubois à ses côtés. Elle portait le même chemisier blanc que lors de la première audience, mais elle marchait différemment maintenant, le dos droit, le regard ferme. Ses frères et sœurs étaient déjà à leur place. Antoine feignait le calme, mais tambourinait des doigts sur la table. Étienne regardait vers la porte comme s'il voulait s'échapper. Béatrice avait de profondes cernes et son maquillage ne suffisait pas à dissimuler sa nervosité. Le juge prit place. Nous reprenons l'affaire 2847. La défense a demandé à présenter de nouvelles preuves. Procédez. Maître Dubois se leva. Votre honneur, lors de l'audience précédente, la partie demanderesse a présenté une prétendue analyse ADN qui mettait en cause la filiation de ma cliente. Nous avons enquêté sur ce document et avons découvert qu'il est frauduleux. Mercier protesta. C'est une accusation grave sans fondement. J'ai des fondements. Maître Dubois remit un dossier au greffier. Le laboratoire qui aurait effectué l'analyse a fermé il y a 2 ans. Son propriétaire purge une peine pour falsification de documents médicaux. Oh, et nous avons la trace bancaire qui prouve que le paiement de cette fausse analyse provenait d'une entreprise contrôlée par Madame Béatrice Delacroix. Un murmure remplit la salle. Béatrice pâlit. De plus, continua Maître Dubois, nous demandons qu'une nouvelle analyse ADN soit effectuée sur toutes les parties impliquées. Les résultats ont déjà été effectués par un laboratoire certifié par le gouvernement fédéral. Ils sont dans cette enveloppe scellée. Il remit l'enveloppe au juge, qui l'examina avec une expression grave. La partie demanderesse a-t-elle des objections? Mercier regarda ses clients. Antoine secoua la tête presque imperceptiblement. Non, votre honneur, alors nous allons procéder à l'ouverture des résultats. Non, si. Avant que le juge n'ouvre l'enveloppe, Maître Dubois demanda de nouveau la parole. Votre honneur, il y a un témoin supplémentaire qui souhaite déposer. Son témoignage est pertinent pour établir le comportement des demandeurs. Qui est le témoin? Solange Delacroix, épouse d'Antoine Delacroix. Antoine se leva d'un bond. Objection. Mon épouse ne peut pas témoigner contre moi. Le privilège conjugal ne s'applique pas dans les cas de fraude et de délits graves, répondit Maître Dubois calmement. Madame Delacroix est ici de son plein gré. Le juge considéra. Le témoignage est accepté. Que le témoin entre. Solange entra par une porte latérale. Elle évita de regarder Antoine en marchant vers la barre. Ses mains tremblaient, mais sa voix fut ferme lorsque le greffier lui fit prêter serment. « Madame Delacroix, commença Maître Dubois, pouvez-vous décrire au tribunal les conversations que vous avez entendues entre votre époux et d'autres personnes concernant le défunt Monsieur Armand Delacroix ?» Solange respira profondément. « Mon époux a parlé à un médecin 6 mois avant que mon beau-père ne meure. Il lui a offert de l'argent pour accélérer son décès. Le médecin a refusé, mais j'ai enregistré la conversation. Le scandale éclata dans la salle. Antoine criait que c'était un mensonge. Étienne tenta de se lever,
mais les huissiers le retinrent. Béatrice resta immobile, comme si elle avait cessé de respirer. « J'ai les enregistrements », continua Solange. « Ils prouvent que mon époux a tenté d'accélérer la mort de son propre père pour hériter plus rapidement. J'ai aussi connaissance que mon beau-frère Étienne a provoqué l'incendie qui a failli tuer Camille il y a quelques semaines. » Le juge frappa son marteau à plusieurs reprises. « Ordre ! Ordre dans la salle !» Quand le silence revint, le juge regarda Antoine avec des yeux durs. « Monsieur Delacroix, ce que vous venez d'entendre sont des accusations gravissimes. Nous allons procéder à l'ouverture des résultats ADN, puis nous aborderons ces nouveaux éléments. » Le juge ouvrit l'enveloppe scellée avec une lenteur délibérée. Le silence dans la salle était absolu. Camille pouvait entendre les battements de son propre cœur. Les résultats de l'analyse ADN pratiquée par le Laboratoire national de génétique légale, certifié par le ministère de la Santé, sont les suivants. Il lut à voix haute « Camille Delacroix ». Compatibilité génétique avec Armand Delacroix confirmée à 99,97%. Conclusion, relation père-fille biologique vérifiée. Camille sentit l'air revenir dans ses poumons, et les larmes jaillirent sans qu'elle puisse les retenir. Elle était la fille de son père, elle l'avait toujours été. Mais le juge n'avait pas terminé. Béatrice Delacroix, compatibilité génétique avec Armand Delacroix, 0%. Conclusion, il n'existe aucune relation biologique entre les parties. Le cri de Béatrice fendit l'air comme un couteau. Elle se leva de son siège, le visage décomposé. « C'est un mensonge, je suis sa fille, j'ai toujours été sa fille. Ordre !» Le juge frappa son marteau. « Madame, contrôlez-vous ou vous serez expulsée de la salle. » Béatrice tomba à genoux. Son corps tremblait de sanglots qu'elle n'essayait plus de contenir. « Papa m'aimait », répétait-elle en larmes. « Il me traitait comme tout le monde. Il ne m'a jamais rien dit. » Antoine et Étienne la regardaient sans bouger, assimilant ce qu'ils venaient d'entendre. Leur sœur, celle qui avait toujours agi comme si elle était supérieure à tous, n'était pas de leur sang. Le juge attendit que les huissiers aident Béatrice à regagner son siège. Au vu des preuves présentées, ce tribunal décide que la plainte pour fraude contre Camille Delacroix est rejetée. Les propriétés de la société, le legs de la Vallée, appartiennent légitimement à mademoiselle Delacroix. Il fit une pause. De plus, une enquête est ouverte contre Antoine, Étienne et Béatrice Delacroix pour les délits de falsification de documents, fraude procédurale et tentative d'homicide en bande organisée. Ils sont placés en détention provisoire jusqu'à la conclusion de l'enquête. Les huissiers s'approchèrent des trois frères et sœurs. Antoine criait d'appeler son avocat. Étienne se débattait. Béatrice n'avait plus la force de résister. Camille les vit sortir menottés un par un. Elle ne ressentit aucune joie, seulement un vide profond, là où il y avait eu de la douleur. 3 mois plus tard, Camille était assise à côté de Tempête, dans le domaine qui lui appartenait désormais. Les poursuites étaient terminées. Antoine et Étienne faisaient face à des accusations pénales qui les maintiendraient en prison pendant des années. Béatrice avait disparu du département, incapable d'affronter la vérité sur son origine. Victor restait à ses côtés, plus comme un membre de la famille que comme un employé. Solange avait reçu la protection que Camille lui avait promise et commençait une nouvelle vie loin d'Antoine. Mais il y avait quelque chose que Camille n'avait pas encore fait, quelque chose qu'elle avait gardé pour ce moment. Elle sortit le journal de son père et l'ouvrit à la dernière page, celle qu'elle n'avait jamais lue, car elle voulait attendre que tout soit fini. L'écriture de M. Delacroix tremblait, signe qu'il avait écrit ces mots très près de la fin. « Camille, si tu lis ceci, ma fille, c'est parce que tu as fait ce que j'attendais. Tu as pris soin de Tempête quand personne d'autre n'a voulu le faire. Tu as trouvé ce que j'ai caché. Tu t'es battu contre tes frères et sœurs et tu as gagné. Mais je veux que tu saches autre chose. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Quand on t'a diagnostiqué cette fièvre à 3 ans, les médecins ont dit que tu ne survivrais pas. J'ai passé 3 nuits à l'hôpital à prier pour la première fois de ma vie. J'ai promis à Dieu que s'il te sauvait, je dédierais le reste de mes jours à te protéger. Tu as survécu, et j'ai tenu ma promesse. Tout ce que j'ai fait, les propriétés cachées, le journal avec les preuves, le fer à cheval de Tempête, c'était pour m'assurer que personne ne puisse te prendre ce que tu mérites. Je savais que tes frères et sœurs essaieraient de te détruire quand je ne serai plus là. Et c'est pourquoi je t'ai laissé les armes pour te défendre. Mais la vérité la plus importante ne se trouve dans aucun document. Elle est dans ce que tu es. Les 3 autres attendaient ma mort. Toi, tu attendais ma guérison. Chaque fois que tu me rendais visite, tu me demandais comment je me sentais, pas combien j'allais leur laisser. C'est le seul héritage qui compte, ma fille. Un cœur qui s'est aimé sans rien attendre en retour. Tout le reste n'est que du papier. Ton père, qui t'aimera pour toujours. Camille ferma le journal et le serra contre sa poitrine. Les larmes coulaient sur ses joues, tandis que le soleil de l'après-midi illuminait le domaine. Tempête s'approcha en boitant légèrement, les cicatrices de son dos brillant sous la lumière dorée. Il posa sa tête contre l'épaule de Camille comme s'il savait exactement ce dont elle avait besoin. « Nous avons réussi »,
murmura-t-elle en caressant son cou. Papa avait raison à notre sujet. Personne d'autre ne voulait de nous, mais nous nous avions. Le vent souffla de la vallée, apportant l'arôme des champs qui étaient maintenant les siens. Quelque part sur cette terre était enterré son père, l'homme qui avait gardé des secrets pendant 40 ans pour protéger ceux qu'il aimait. Camille se leva et marcha vers le domaine principal, Tempête la suivant lentement. Il y avait beaucoup de travail à faire, des propriétés à gérer, des décisions à prendre, une nouvelle vie à construire. Mais avant d'entrer, elle leva les yeux vers le ciel une dernière fois. « Merci, papa, pour tout. » Le vent sembla lui répondre, doux comme une caresse.